Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal en français. Voici les titres de l'actualité. Le Vietnam est le premier pays du monde à avoir fixé une orientation pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'ONU pour l'agenda de 2015-2030. Le Vietnam se prépare activement à la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 2015, qui se tiendra en décembre prochain à Paris. Enfin, les efforts visant à valoriser et à sauvegarder la danse de la licorne, un trait culturel très prisé lors de la fête de la mi-automne et d'autres festivités au Vietnam. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous recevons ici dans notre studio de la télévision du Vietnam M. Rémi Genevet, directeur de l'Agence française de développement, l'AFD au Vietnam. Bonjour monsieur. Bonjour. Avec M. Rémi Genevet, nous parlerons tout à l'heure des aides accordées par l'AFD au Vietnam pour assister le Vietnam dans sa préparation des contributions prévues déterminées au niveau national. C'est l'un des contenus majeurs de la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Paris, qui est prévue en décembre prochain. Et également, nous en saurons plus sur le secteur de coopération prioritaire de cette organisation avec le Vietnam dans le futur. Mais passons tout d'abord aux actualités du jour. Le premier forum des femmes d'Asie-Europe a débuté aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, en Russie. La délégation parlementaire vietnamienne est conduite par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Tong Thị Phóng, membre du bureau politique du Parti communiste vietnamien. Ce forum réunit plus de 700 délégués venus de 85 pays. Prononçant son intervention lors de la séance plénière, la vice-présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne a souligné le rôle central des femmes dans les règlements de nombreuses questions communes de la société. La délégation vietnamienne participera aussi à plusieurs thématiques sur le rôle des femmes dans une structure économique en évolution, dans les activités humanitaires à l'échelle mondiale et à l'élaboration d'une stratégie globale de soins sanitaires. Le président John Tấn-Sang participera demain au sommet de l'ONU pour adopter l'agenda de 2030 sur le développement durable. À la veille de ce sommet, la représentation des Nations Unies au Vietnam a organisé une conférence de presse pour faire part de 17 objectifs de développement durable qui devront être examinés et approuvés lors de ce sommet de l'ONU. Il s'agit entre autres d'éradiquer la famine et de réduire la pauvreté, d'assurer la sécurité alimentaire, d'améliorer le bien-être social, d'augmenter la qualité de l'éducation, d'atteindre l'égalité des sexes et d'encourager la croissance durable et l'utilisation raisonnable des ressources naturelles. Cet agenda de 2030 sur le développement durable est le fruit des contributions actives des pays membres de l'ONU, dont le Vietnam. Organisé du 25 au 27 septembre à New York, le sommet de l'ONU sur le développement durable sera le plus grand sommet sur le sujet depuis celui organisé en l'an 2000. Le Vietnam est l'un des pays exemplaires dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement de l'ONU. Au cours de ces 15 dernières années, il a brillamment accompli 3 des 8 objectifs, parmi lesquels l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim. Cependant, dans certaines régions reculées et montagneuses, 50% des habitants, surtout les minorités ethniques, vivent encore sous le seuil de pauvreté. Le gouvernement vietnamien s'engage à prendre des mesures plus radicales pour éliminer la pauvreté au niveau national, dans le cadre de sa stratégie de mise en œuvre des objectifs de développement durable au-delà de 2015. Nous en saurons plus dans le reportage qui suit avec Thuyen. Nous voici dans la commune de Sao, district de Cham Tàu, dans la province montagneuse de Yên Bai au nord. Giang Thị Như est l'un des premiers foyers de l'ethnie Hmong à s'être lancé dans l'élevage de cochons au lieu de ne dépendre que de la culture du riz et du maïs comme auparavant. Notre vie était misérable autrefois. Maintenant, grâce à l'aide des autorités et de l'association des femmes de la commune, j'ai eu le courage d'investir dans l'élevage de porcs. Je gagne maintenant de 30 à 40 millions de dong par an.
Le district de Cham Tao figure parmi les 64 localités les plus pauvres du pays. 100% de sa population est issue de l'ethnie Hmong. Pour les aider à sortir de la pauvreté, les autorités locales s'efforcent de leur montrer de nouveaux modèles de culture et d'élevage. Cependant, très peu de foyers locaux ont pu profiter de cette assistance pour améliorer leur niveau de vie, comme le cas de Zhang Thi-Như. Plus de la moitié d'entre eux vivent encore dans la pauvreté. L'analphabétisme et les mœurs arriérées constituent de grands obstacles qui entravent les efforts dans le combat contre la misère dans ces localités. En réalité, la réalisation de nombreux objectifs du millénaire pour le développement de l'ONU laisse encore à désirer dans les régions montagneuses et reculées. Ainsi, pour la période 2015-2020, le Comité national des ethnies minoritaires recommande au gouvernement d'élaborer la décision numéro 1557 qui servira de base pour la réalisation des objectifs nationaux en matière de réduction de la pauvreté pour les ethnies minoritaires ainsi que pour le développement durable. La décision du gouvernement approuvée le 10 septembre dernier exige que le taux de pauvreté chez les minoritaires ethniques diminue de 3 à 4% par an. À cela s'ajoute la baisse du taux de malnutrition infantile et d'analphabétisation en faveur des femmes. Les Nations Unies ont salué les politiques du Vietnam dans ces domaines. C'est une décision très importante du gouvernement vietnamien, une preuve de la volonté et de la détermination du Vietnam de n'abandonner aucun habitant dans son plan de développement durable pour la période post-2015. Ce plan se concentre sur les minorités ethniques, leur offre davantage de chances d'éducation, de soins sanitaires, d'opportunités d'emploi et d'égalité des sexes. Avec cette décision, le Vietnam est le premier pays du monde à avoir fixé une orientation concrète pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'ONU au-delà de 2015. La 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015 aura lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain. Pour cette conférence, chaque État doit rendre publiques ses contributions prévues déterminées au niveau national. Comment le Vietnam a-t-il préparé ses contributions? Les détails de le reportage qui suit. L'acronyme INDC désigne donc les contributions décidées au niveau national qui seront remises par les parties en amont de la conférence Paris 2015. En se basant sur les recherches du Vietnam sur les changements climatiques et aussi sur les prévisions du développement économique et social d'ici 2030, le groupe de travail a collecté et analysé les informations pour élaborer le rapport du Vietnam. Le Vietnam a organisé plusieurs conférences de consultation des parties de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Elle a établi des groupes de travail chargés des recherches et de l'élaboration des rapports pour préparer la COP 21 qui aura lieu en France. Nous avons des stratégies pour les changements climatiques, la stratégie de développement vert et la résolution 24 du Comité central sur le changement climatique. Pourtant, ces objectifs ne sont que des orientations. Lorsque nous les introduisons dans les contributions prévues, ces objectifs deviennent obligatoires et nous devons de les réaliser. Les experts d'organisations, dont les organisations non gouvernementales, apportent aussi leur contribution au INDC du Vietnam. Des organisations ont mis en place des stratégies permettant aux habitants des communautés fragiles de trouver des solutions pour diminuer les risques de catastrophes naturelles et les conséquences du changement climatique. Ces solutions doivent être conformes aux compétences et au niveau des habitants. En se basant sur ces facteurs, nous avons donné des recommandations concrètes pour les négociations du gouvernement vietnamien. La COP 21, avec la participation de 195 pays, doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans l'objectif de maintenir le réchauffement mondial sous la barre des 2 degrés Celsius.
Nous nous retrouvons maintenant sur notre plateau avec monsieur le directeur de l'agence française de l'AFD, monsieur Rémi Genevet. Monsieur Rémi Genevet, merci d'être avec nous dans cette édition du journal en français. Je vous remercie de m'avoir invité. Monsieur, l'un des principaux contenus de la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP21 qui est prévue en décembre prochain à Paris, portera sur les contributions prévues déterminées au niveau national. Elles sont considérées comme des engagements des pays participants dans la lutte contre le changement climatique. Alors, comment l'Agence française de développement a-t-elle aidé le Vietnam à préparer ses propres contributions ? L'AFD aide le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement du Vietnam depuis plusieurs années dans l'amélioration de ses politiques publiques dans le domaine du climat et y a consacré depuis 5 ou 6 ans 100 millions d'euros. En plus de cela, nous assistons ce ministère dans la rédaction, ou nous contribuons à la réflexion sur la rédaction de ces contributions nationales et nous avons participé, avec d'autres organismes bien sûr, et la société civile vietnamienne, à des ateliers de rédaction qui ont eu lieu le dernier, je crois, au début du mois d'août. D'après vous, quels sont actuellement les enjeux du Vietnam dans la lutte contre le changement climatique ? Ces enjeux sont d'abord très importants et ils sont de deux natures. Une partie des enjeux et des risques se rapporte à la situation géographique du Vietnam. Le Vietnam compte 2 deltas très importants pour son activité économique et notamment pour son activité agricole. Ces deltas sont des deltas de terre basse qui sont donc plus particulièrement sujets à des risques liés à la montée des eaux et à la salinisation des sols. Et par ailleurs, le Vietnam est un pays en croissance rapide. Et donc la croissance rapide de la population, de l'économie, des grandes villes expose le Vietnam à des risques supplémentaires de croissance de ses émissions. Quels secteurs sont privilégiés par l'AFD lorsqu'elle accorde des subventions au Vietnam dans sa lutte contre le changement climatique, monsieur ? Alors tout d'abord, l'AFD n'accorde pas que des subventions et même en accorde peu. L'AFD accorde davantage de prêts à des conditions favorables, bien plus que de subventions. Et donc, les concours qui sont accordés par l'AFD au Vietnam visent principalement à essayer de remédier aux problèmes que j'ai présentés précédemment. Et donc, notre action porte sur le secteur de l'énergie, sur le secteur des transports, sur l'efficacité énergétique, tout ce qui contribue tout ce qui peut permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et ces émissions sont particulièrement élevées dans le secteur de l'énergie si le pays est exposé à la nécessité de devoir produire de l'énergie à partir de sources d'énergie primaires fossiles, et notamment le charbon ou même le gaz. Alors, quels seront les secteurs prioritaires de coopération de l'AFD avec le Vietnam dans le futur, monsieur ? Et dans quel secteur et pourquoi ces secteurs ? Alors, nous cherchons à avoir une action dans 2 domaines au regard du changement climatique. Dans le domaine de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, c'est cette action qui, mondialement, doit nous permettre de limiter la hausse des températures et les conséquences de cette hausse. Et ce sont les actions essentiellement dans le secteur de l'énergie, des transports, du développement urbain qui sont concernés. Mais nous attachons aussi à accorder au Vietnam des financements qui ont pour effet de limiter les conséquences déjà perceptibles du changement climatique sur les populations. Nous cherchons à promouvoir des financements permettant au Vietnam de s'adapter aux effets du changement climatique, et cela concerne tout ce qui intéresse la protection des populations contre les inondations, la protection de la côte contre la disparition de la mangrove par exemple, et les actions de protection contre la montée des eaux ou contre l'enfoncement des sols pour
notamment préserver le terroir agricole de cette montée des eaux et de la salinisation des sols qui ferait perdre du rendement à l'agriculture. Ce sont quelques-uns des grands domaines des grands secteurs dans lesquels nous intervenons. Merci Monsieur Rémi Genevet pour ces réponses détaillées sur les aides accordées par l'AFD au Vietnam ainsi que les priorités de coopération avec notre pays dans l'avenir. Le journal continue avec le taux de change et l'indice boursier du Vietnam. L'indice des prix à la consommation du Vietnam a augmenté de 0,74% lors des 9 premiers mois de l'année. Cependant, il a baissé de 0,21% par rapport au mois d'août. Selon le département général des statistiques, c'est la première fois depuis 10 ans que l'IPC du mois de septembre diminue par rapport à celui du mois d'août. Ce recul s'explique par les baisses consécutives du cours des carburants, ce qui a permis une diminution de 3,17% du prix des transports parmi les groupes principaux de marchandises. Les prix des 3 autres groupes que sont restauration et services liés à l'alimentation, logement et matériaux de construction et postes et télécommunications ont aussi légèrement reculé. S'agissant du mois d'octobre, les experts prévoient une baisse légère de l'IPC grâce à une offre abondante de vivres et d'aliments et à la stabilité des prix de plusieurs autres produits. Selon la Banque d'État du Vietnam, la croissance du crédit du système bancaire suit une bonne progression. Les experts estiment que si les entreprises profitent efficacement des ressources des capitaux bancaires, elles pourraient développer leur production et leur commerce et améliorer leur compétitivité à l'heure de l'intégration. Les détails. Créée en 2006, la société Hunga est devenue une des entreprises d'une grande envergure au Vietnam. Selon son directeur, 75% des capitaux de la société proviennent des crédits bancaires. Si la croissance du crédit est bonne et que les entreprises en les utilisent à bon escient, la production devrait s'accroître. Avec mon entreprise, je conduis des procédures commerciales liées aux prêts bancaires. Une fois réussi, à chaque fois qu'il y a des projets, les banques sont prêtes à investir. Il n'y a aucune difficulté. Avec la croissance du crédit sur les 8 premiers mois de cette année de 10,23% et pour toute l'année de 16,5%, les experts estiment que la Banque d'État doit continuer à gérer en développant des crédits sûrs et efficaces. Les banques devraient également se concentrer sur le capital pour la production et le commerce, en particulier pour les domaines prioritaires. Les entreprises peuvent accéder au crédit bancaire lorsqu'elles fonctionnent efficacement, qu'elles ont des plans clairs et qu'elles sont transparentes dans leur gestion. Par contre, si les entreprises ne remplissent pas les conditions précitées, l'accès au crédit leur est difficile. Les banques et les entreprises doivent faire davantage d'efforts afin de profiter des crédits d'une manière efficace. Je suis d'accord pour que nous ayons certains secteurs prioritaires pour développer des crédits et que nous limitions les secteurs à risque comme l'immobilier ou les projets à long terme, alors que les ressources de capitaux sont à court terme. Selon les experts, la Banque d'État devrait mettre en place des marges de crédit spécifiques pour le PME. Cela veut dire que la croissance du crédit pour le PME pourrait être entre 15 et 17% au lieu de 10 à 12% comme à présent.
En plus, chaque entreprise devrait faire des efforts pour se restructurer afin d'améliorer leur capacité financière et leur capacité de gestion. Selon les estimations, le Vietnam possède le potentiel pour développer l'industrie des semi-conducteurs. Mais à l'heure actuelle, le pays ne peut pas encore produire ses propres puces électroniques et n'effectue que l'assemblage et la sous-traitance. Pour trouver un moyen de développer l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam, un séminaire portant sur le renforcement des liens dans cette industrie a été récemment organisé à Hanoï. Les superordinateurs, les appareils de surveillance, les cartes de téléphone ou les cartes à puce, les machines à laver ou les télécommandes. Tous ces produits sont constitués de puces et de circuits intégrés issus de la production de l'industrie des semi-conducteurs. Le fait que le groupe Intel ou Samsung investissent dans cette industrie au Vietnam montre que le pays en possède du potentiel. Cependant, la plupart des produits informatiques et électroniques au Vietnam sont toujours importés. La concurrence est grande dans ce domaine. Les investissements dans le matériel informatique sont très importants car les technologies sont en évolution constante. Nos entreprises ne sont pas assez grandes. Selon les experts, pour être plus compétitifs dans l'industrie des semi-conducteurs, outre l'amélioration de la main-d'œuvre, les entreprises vietnamiennes doivent augmenter le taux de circuits intégrés produits dans le pays. Dans les entreprises d'investissement direct étranger, le taux des composants électroniques produits par elles-mêmes est de 90%, mais dans les entreprises vietnamiennes, ce taux est seulement de 10%. Donc, je pense que les entreprises vietnamiennes manquent de liens solides dans la chaîne d'approvisionnement pour cette industrie. Dans l'industrie des semi-conducteurs, la construction de l'usine de fabrication des puces électroniques est l'étape la plus coûteuse. Mais c'est un travail obligatoire pour qu'une entreprise devienne autonome dans ce domaine. Voilà pourquoi la Compagnie générale de l'industrie de Saigon investit dans la construction de la première usine de production de puces au Vietnam. Sur le marché domestique, nous devons former un écosystème pour relier les concepteurs des puces, leurs producteurs, jusqu'à ceux qui conservent les applications et les consommateurs finaux de ces puces. À présent, Ho Chi Minh Ville est en tête dans l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam. Elle accueille en ce moment des représentants de nombreux centres de haute technologie du Nord. À quelques jours de la fête de la mi-automne, les petits patients atteints de maladies cardiaques à l'hôpital d'Hanoï ont reçu des cadeaux offerts par les bouddhistes et les personnes de cœur. Gâteau de lune, jouet traditionnel de la mi-automne et surtout la tendresse et l'affection des adultes. Cela aide à apaiser la douleur chez ces petits malades et leur apporte de la joie à l'occasion de la plus grande fête des enfants. Ces activités humanitaires sont un grand encouragement pour les patients et leurs proches dans la lutte contre la maladie. La danse de la licorne est considérée comme un trait culturel traditionnel du Vietnam. À chaque fête de la mi-automne, les fêtes de danse de la licorne sont organisées pour valoriser et sauvegarder cet art folklorique original. Assistons tout de suite à la fête de la danse de la licorne dans la ville de Da Nang, au centre. L'ambiance de la fête de la licorne de la mi-automne 2015 est très animée. Les têtes des licornes bougent au son du tambour. C'est le lieu d'échange d'expériences des équipes de danse de la licorne de la ville de Da Nang. Les enfants et les adultes sont très excités par les danses des artistes. J'espère que tout le monde comprendra mieux la culture traditionnelle nationale. La danse de la licorne est un trait culturel national. Quand la licorne entre dans une maison, elle apporte du bonheur et de la joie aux propriétaires de cette maison. Dans la croyance de la culture asiatique, la licorne apporte de prospérité et richesse à là où elle apparaît et danse. Jusqu'à présent, la danse de la licorne continue de passionner les jeunes.
C'est cette passion qui devrait largement contribuer à préserver l'art de danse de la licorne dans la société moderne. La semaine de la mode printemps-été 2016 débutera demain. Cet événement annuel verra la participation de 17 stylistes vietnamiens, mais aussi malaisiens et italiens. Ils présenteront plus de 900 créations dans 2 catégories, les prêt-à-porter et la haute couture. La semaine de la mode printemps-été se déroulera sur 4 soirs. Cet événement se fait de plus en plus professionnel avec la présence des stylistes vietnamiens et internationaux. Il contribuera à propulser le développement et l'intégration de la mode vietnamienne. Voici maintenant les prévisions météorologiques pour demain. C'est la fin de notre édition du journal en français. Vous pouvez toujours la revoir sur les adresses qui apparaissent sur l'écran. Merci pour votre fidélité. Au revoir et bientôt.